suite à ma vidéo la semaine dernière au sujet du top 50 des plus grosses marques horlogères, je me suis dit qu'il serait intéressant de faire un récapitulatif de qui possède quoi dans l'industrie horlogère. Alors je vous mets la vidéo sur le top 50 ici et pour la suite, ça se passe maintenant. Vous allez voir, ça va être un petit peu surprenant. Si vous ne connaissez pas trop le monde de l'horlogerie en général, vous allez voir que quelques groupes, un petit peu comme dans la mode, possèdent la quasi-totalité des marques horlogères que nous connaissons. Alors j'ai pris 50 marques citées dans cette précédente vidéo et j'ai ajouté des grandes maisons comme Seiko, comme Citizen. Alors commençons avec le Swatch Group qui représente environ 7,5 milliards de francs suisses en 2022, qui est le premier producteur de montres finies au monde, entièrement verticalisé. C'est un groupe industriel qui n'est pas seulement un groupe de marques, mais quand je dis verticalisé, ça veut dire qu'ils sont capables de tout faire. Ils sont capables de produire à la fois les mouvements avec ETA, avec Comadur, ils font de la céramique, ils sont capables de faire des verres saphirs et ils sont aussi capables de vendre les montres puisqu'ils ont une multitude de marques. Nous allons voir ça. Alors dans le portefeuille de Swatch, qu'est-ce qu'on a ? On a le numéro 3 mondial, Omega, on a le numéro 7 mondial, Longines, on a Tissot, Blancpain, Breguet, Swatch, bien entendu, Certina, Hamilton, Rado, forcément, puisque Rado faisait partie du package de départ, Mido, Flic Flac, les montres pour enfants, Jacquet de Rose, bon là on est plus dans une marque extrêmement niche, Harry Winston, où là on va parler beaucoup de bijoux et de montres bijoux, Union Glashütte, une marque allemande, Glashütte Original, aussi une marque allemande de Glashütte, et enfin Balmain. Donc, vous voyez dans ce groupe, on a quand même énormément de grosses marques, Omega, Longines, Tissot, Blancpain, Breguet, Swatch, Hamilton, c'est quand même des très très gros noms. Ils font tous partie du même groupe. Et si vous allez au siège du Swatch Group à Paris, non loin de la place du Trocadéro, vous avez toutes ces marques. Donc on a Swatch Group qui va être un des piliers de l'industrie horlogère suisse. Et ensuite on a Richemont qui va être là aussi un des piliers de l'industrie horlogère avec environ 3,4 milliards, sachant que dedans, il n'y a pas les 2,7 milliards de Cartier, parce que Richemont est propriétaire de Cartier, mais bon, Cartier inclut aussi une partie de maroquinerie et de plein d'autres choses, de bijouterie, etc. Et notamment des montres. C'est un conglomérat qui a été fondé en 1988. À la base, c'était absolument pas ça. C'était une activité qui a commencé avec l'industrie du tabac, qui avait été créée à l'époque par un monsieur Rupert, mais qui a rapidement diversifié ses activités dans le secteur du luxe et des produits de luxe. En 1998, c'est Anton Rupert qui réorganise les activités et qui va mettre dans ce groupe de la mode, de la bijouterie. Il y a Cartier, il y a Buccellati, même si Cartier fait aussi des montres, bien entendu. Mais il y a aussi de la distribution avec Net-à-Porter, qui contient Mr Porter et Hughes. Et il y a aussi Watchfinder, qui a été racheté récemment, où là, c'est de la vente de montres de seconde main. Vous le savez très bien, puisque je vous en ai déjà parlé sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire, @verygoodlord. Et donc, dans ce groupe, on retrouve quoi ? On retrouve Cartier, on retrouve Jaeger-LeCoultre, on retrouve IWC, Panerai, Piaget, Vacheron Constantin, Montblanc, Baume et Mercier, Lange & Söhne, Van Cleef & Arpels, Roger Dubuis et enfin Watchfinder & Co. Donc on voit que toutes ces marques font partie encore une fois du même groupe. Donc elles sont dans la même entité, elles partagent forcément une même maison mère. Donc là vous voyez qu'on vient quand même de citer un nombre colossal de marques. Blancpain, Breguet, Hamilton, Rado, Mido, ou alors Cartier, Jaeger-LeCoultre, IWC, Panerai, Piaget, Vacheron Constantin, Montblanc, et alors que je n'ai cité que 2 groupes. Donc en fait la totalité de ces marques n'appartient qu'à 2 groupes. C'est absolument colossal. Donc ça, c'est ceux qui détiennent le plus de marques, le Swatch Group et le groupe Richemont. C'est vraiment 2 groupes énormes, de maisons tentaculaires et qui ont vraiment une sorte de mainmise sur l'industrie horlogère mondiale. Si l'une bouge, forcément, ça va faire énormément de remous dans l'industrie horlogère. Mais il y a d'autres groupes, et notamment le groupe Citizen, avec environ 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est un groupe qui a été fondé en 1918. Alors une société qui a été fondée en 1918 et en 1924. En fait, la marque a introduit une montre qui s'appelait Citizen. Le nom de cette montre est devenu tellement populaire que la marque s'est en fait appelée Citizen par la suite. Alors la Citizen Watch & Co, c'est aussi des mouvements Miyota. C'est aussi, depuis 2016, Frédéric Constant et Alpina. Et depuis 2006, Bulova. Donc en fait, on a dans ce groupe Citizen, Bulova, Frédéric Constant qui représente quand même 125 millions de chiffre d'affaires
de francs suisses, et Alpina, qui était à la base dans le groupe Frédéric Constant. Ensuite, un autre propriétaire de beaucoup de marques, c'est LVMH. Alors LVMH, à la base, c'était pas trop leur cœur, hein. L'horlogerie, ils étaient plutôt dans le luxe, Vuitton, et puis après Moet Hennessy dans tout ce qui était champagne, spiritueux. Et puis ils se sont mis à l'horlogerie un petit peu plus tard. Je ne vais pas vous décrire ce que c'est qu'LVMH, je pense que vous connaissez ce groupe, vous connaissez Bernard Arnault. La plus grande fortune mondiale ou une des plus grosses fortunes, enfin ça dépend des cours de bourse. LVMH est propriétaire de TAG Heuer, donc quand même un chiffre d'affaires de 729 millions de francs suisses, c'est quand même énorme. Ils ont aussi Hublot, une marque bien connue, Zenith, Bulgari et Chaumet. Et aussi, bien entendu, on n'en parle pas souvent parce que c'est pas énorme en volume, mais ils ont Dior Watches, puisque forcément LVMH est propriétaire de Dior. On voit qu'on a dans ce petit package des marques qui sont proches mais vraiment pas concurrentes. On ne peut pas dire que Hublot et Zenith soient concurrents, idem pour TAG Heuer, qui est une marque un petit peu plus bon marché que les autres. Mais en tout cas, une très très belle sélection de marques. Il se murmurait que LVMH cherchait à racheter d'autres marques horlogères. Et sachant que c'est un groupe qui est extrêmement riche, qui a énormément d'argent, énormément de cash, comme on peut le voir dans les données fiscales qu'on peut aller regarder, puisque c'est un groupe coté, ça ne m'étonnerait pas du tout que ce type de groupe puisse racheter d'autres marques horlogères dans les prochaines années. Alors ensuite, on va aller chez Kering. En fait, Kering était propriétaire de plusieurs marques horlogères, mais a revendu ses parts dans la société qui était propriétaire de ces marques. Alors la société s'appelle SoWind et elle comprenait Girard-Perregaux, Ulysse Nardin et Jean Richard, une marque assez niche dont on entend très très peu parler. Mais Kering en fait a cédé ses parts dans ce groupe. Donc en fait Kering n'est plus propriétaire, à ma grande surprise d'ailleurs, de marques horlogères. Ensuite il y a le groupe Rolex. Alors le groupe Rolex, très particulier. On ne connaît pas exactement les chiffres puisqu'en fait, à sa mort, Hans Wilsdorf, le fondateur de la marque, celui qui avait fondé Rolex en 1905, avec son beau-frère Alfred Davis, ils avaient fondé ça à Londres sous le nom Wilsdorf & Davis, et bien à la mort de Hans Wilsdorf, celui-ci a souhaité mettre toutes ses actions Rolex dans une association en quelque sorte. Rolex est géré par une association absolument pas transparente qui vient gérer l'argent de Rolex en fait, pour l'injecter dans des associations, dans des fondations, etc. Donc c'est vraiment une société qui est très opaque, mais on sait que Rolex est composé de Rolex et puis de Tudor, qui est une marque qui a été aussi fondée par Hans Wilsdorf, voulu un petit peu comme la petite sœur de Rolex, mais qui est aujourd'hui complètement affranchie de cela. C'est une marque à part entière. L'ensemble fait à peu près 10 milliards de chiffre d'affaires. Ça représente plus de 30% du marché de la montre de luxe dans le monde. C'est colossal, c'est une puissance énorme pour uniquement deux marques, sachant que la majeure partie de cette puissance repose sur une seule, bien entendu Rolex. Ensuite, autre groupe, la Seiko Holding Corporation, qui fait environ 1,8 milliard d'euros en 2022. À chaque fois, les chiffres que je vous donne, c'est 2022. Donc dans ce groupe, bien entendu, on a Seiko, on a Grand Seiko et on a Pulsar et Orient, où là, c'est les 4 marques qui font partie de ce groupe. Alors c'est bizarrement un groupe qui est un petit peu plus petit que ce que je pensais, même si Seiko est le plus gros vendeur de montres dans le monde, mais ça reste quand même assez limité en termes de chiffre d'affaires. Quand on voit les 10 milliards de Rolex, là on est vraiment à un chiffre d'affaires un petit peu plus restreint. Ensuite, j'avais aussi envie de vous parler des différentes marques de montres qui sont, elles, indépendantes. Il en reste plusieurs, il en reste quand même pas mal. Et là, on a vu qu'on avait comme ça une vingtaine de marques de montres qui appartenaient à 3-4 groupes. Eh bien, il reste encore des marques indépendantes qui appartiennent à des particuliers ou alors à une famille, par exemple. Bon, déjà, on a Oris. Oris, c'est une des dernières marques indépendantes suisses. Du moins, dans cette taille, c'est assez unique d'avoir une marque qui est aussi petite et qui appartient à une entité particulière et pas à un groupe ou à un fonds d'investissement. Ensuite, on a des gros poids lourds qui appartiennent à une famille. C'est Patek Philippe, notamment, qui appartient à la famille Stern. Audemars Piguet aussi, qui appartient à notamment Jasmine Audemars. On a Richard Mille aussi, donc là on parle quand même du top 10 des plus gros vendeurs de montres en termes de chiffre d'affaires dans le monde. Richard Mille, ça appartient à Richard Mille, donc à la famille Richard Mille, et Dominique Guéna, qui ont été en fait les cofondateurs de la marque. Quand même un top Patek Audemars Richard Mille qui sont des sociétés encore totalement indépendantes. Breitling, alors Breitling,
Indépendante, pas indépendante, Breitling est propriété d'un fonds d'investissement qui s'appelle CVC Capital Partners. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est indépendant? Oui et non. Oui, parce que Breitling n'est pas dans un groupe de marques de luxe. Et non, parce que forcément, Breitling est propriété d'un fonds d'investissement. Donc c'est un petit peu difficile de dire que Breitling est indépendante. Mais bon, en tout cas, c'est une société qui est à part. Elle n'est pas dans un groupe de marques. Autre marque horlogère, alors qui n'est pas vraiment une marque horlogère, ils font surtout du cuir, mais ils font de plus en plus de jolies montres. Hermès, donc ça c'est principalement une holding familiale des héritiers du maroquinier français. Franck Muller est aussi une marque indépendante détenue par un businessman qui avait cofondé la marque, un businessman arménien qui s'appelle Vartan Sirmakes et qui est toujours à la tête de cette marque. Et voilà, un petit bisbille entre Franck Muller, parce que Franck Muller existe vraiment, et cette personne. Je ne connais pas la suite, mais en tout cas, Vartan Sirmakes est toujours à la tête de cette marque. Ensuite, on a Chopard. Alors Chopard, c'est pareil, c'est une famille qui détient ça. C'est Caroline et Karl Friedrich Scheffele, qui sont frères et sœurs. C'est pas un couple, mais c'est des frères et sœurs. Chopard avait été racheté par leur famille auparavant, et ils ont relancé Ferdinand Berthoud, donc qui est propriété de Chopard, puisque propriété des Scheffele. Ensuite, on a Jacob & Co, qui est aussi indépendante. C'est Jacob Arabo qui est à la tête de cette marque. On a Mondaine. Mondaine, c'était la première marque du top 50 que je vous ai donné la semaine dernière. C'est les frères André et Ronnie Bernheim qui sont propriétaires de cette marque. Aussi une marque indépendante. Ils sont copropriétaires finalement du groupe Mondaine. Bell & Ross est aussi une marque indépendante. Elle est propriété de Chanel. Je ne sais pas si vous le saviez, mais voilà, c'est Chanel qui avait racheté Bell & Ross il y a quelques années. Donc derrière, il y a les frères Werthemer qui sont propriétaires de Chanel. Ça peut paraître surprenant, mais Chanel est une société indépendante puisque Chanel appartient aux frères Werthemer. Le capital n'est pas ouvert de Chanel, la société n'est pas cotée. C'est vrai que c'est aussi une des particularités dans le monde de la mode. Avant-dernier groupe indépendant dont je pouvais vous parler, c'est Victorinox, société familiale sous le contrôle de la famille Elsener. Ça fait très longtemps qu'ils sont propriétaires de cette marque. Voilà, c'est une autre success story familiale. Tout comme Titoni, qui est propriété de la famille Schleup. Voilà, donc on peut voir dans cette liste, vous imaginez que Omega, Longines, Tissot, Blancpain, Breguet, Swatch, Certina, Hamilton, Rado, Mido, Flic Flac, Jacket Rose, Harry Winston, Union Glashütte, Glashütte original, Balmain, voilà. Cartier, Jaeger-LeCoultre, IWC, Panerai, Piaget, Vacheron Constantin, Montblanc, A. Lange & Söhne, Van Cleef & Arpels, Roger Dubuis et Watchfinder sont la propriété de 2 entités. Voilà, donc il y a une énorme concentration dans l'industrie horlogère. On voit aussi dans la mode, les grandes marques de mode sont très souvent des marques qui font partie de gros groupes. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant de vous parler de ça pour vous remettre un petit peu encore une fois les choses dans leur contexte et vous parler un petit peu d'industrie horlogère et pas uniquement des petites paillettes qu'on vous met dans les yeux au quotidien. C'est important d'avoir des paillettes, c'est important de rêver, c'est important d'avoir des envies, c'est important d'avoir du désir pour des produits. C'est même capital, c'est même majeur, sinon on les achèterait pas et puis on n'en aurait pas envie et au final, l'industrie disparaîtrait petit à petit. Mais c'est aussi important de connaître ce qui se passe derrière les rideaux. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est le cas. N'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y réponds bien entendu à chaque fois. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous.